Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau stream de BFM Business. On est très heureux de vous retrouver pour parler d'espace, pour parler de SpaceX et puis pour parler des rêves martiens d'Elon Musk, évidemment. Je me présente, je suis Thomas Leroy, je suis journaliste pour le site internet de BFM Business. Et à mes côtés, Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste. Bonjour à tous, moi c'est Jean-Baptiste Huet, je suis reporter pour la rédaction de BFM Business TV Radio. Je m'occupe de l'aéronautique et notamment du monde spatial qui nous rassemble ce soir. Et c'est un vrai plaisir d'être avec vous parce que je pense que pour nous tous qui sommes derrière le micro, vous qui nous regardez et puis nos invités que vous allez découvrir, c'est une véritable passion qui nous fait rêver. Donc ravi d'être là pour en parler avec vous. Exactement, et puis on a des super invités qui nous attendent. Évidemment, vous n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, à faire part de vos commentaires, on va les relayer à nos invités. Déjà peut-être, Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous rappeler un peu pourquoi on est là? C'est parce qu'il y a une actualité forte sur le spatial. Alors, Thomas Pesquet devait décoller demain, donc ce sera vendredi, c'est raté. Attention, il n'y a pas de bon vol sans report finalement. Hein. La météo est un petit peu capricieuse en ce moment, donc le décollage a été reporté à vendredi matin. Donc Thomas Pesquet doit rejoindre la Station Spatiale Internationale à bord d'une fusée SpaceX, d'une entreprise privée. On va en parler longuement tout à l'heure. Et c'est un événement parce que c'est aussi le retour sur la scène des États-Unis. Jusqu'à présent, depuis 2011 et la fin de la navette spatiale, eh bien, il y avait un seul bus pour aller dans l'ISS, c'était Soyouz, c'était la Russie. Il fallait que les cosmonautes, et d'ailleurs notre invité, qui n'est plus une surprise, mais Michel Tonini nous en parlera tout à l'heure, il fallait que les cosmonautes aillent à Baïkonour subir l'entraînement très lourd des Russes pour pouvoir aller dans l'ISS. Et donc, il fallait y aller avec la Russie. Et donc, SpaceX, ça a été sollicité par la NASA il y a maintenant quelques années. On leur a dit: vous vous débrouillez, nous on veut plus de navette spatiale, ça nous coûte trop cher, vous nous développez une fusée qui va nous permettre d'y aller. C'est ce qu'a fait SpaceX avec Falcon 9 et donc c'est le grand retour des États-Unis pour aller ils vont être capables d'aller tout seuls dans l'ISS à bord de leur Falcon 9, créé par une entreprise privée et non pas par un État. C'est ça. Voilà puis, l'idée, évidemment, c'est aussi particulier pour Thomas Pesquet parce que c'est la première fois qu'un Européen va justement voler à bord de SpaceX. On a eu que des Américains, si je ne dis pas d'erreur jusqu'à présent. On a eu un premier vol il n'y a pas très longtemps de test où il n'y avait que des Américains à bord, effectivement. Et là, on a un Européen et puis on a aussi un Japonais. Tous donc vont regagner la station spatiale. Et puis on en parlera tout à l'heure, mais dans une navette, dans un vaisseau, un Crew Dragon, nouvelle génération, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître ces décennies précédentes, avec des écrans digitaux, avec... on va en parler, c'est vraiment très particulier, le design. Enfin, il y a vraiment eu un gap avec les Soyouz, avec les navettes américaines. On va justement en parler aussi avec nos invités. Je vous ai mis un petit teaser qu'a fait le CNES justement pour préparer. Alors, cette mission, elle s'appelle Mission Alpha. Et donc effectivement on aura quatre astronautes qui iront dans la station spatiale internationale, et d'ailleurs je crois que Thomas Pesquet va commander la station spatiale pendant la deuxième partie de son vol, de son voyage en tout cas sur ISS, qui est à 400 km d'altitude. Écoutez, on va tout de suite aller voir notre premier invité qui est Michel Tonini. Alors que je lance un peu ma transition pour qu'on puisse voir Michel en grand. Et donc, déjà, moi je vous entends, Michel, vous avez allumé votre micro. Il ne manque plus que l'image. Oui, alors Michel, on ne vous voit pas à l'image encore. Ça va venir. Est-ce que vous nous entendez déjà ou pas, Michel? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Alors pourquoi on ne vous voit pas à l'image? C'est bizarre. Toujours pas. On va essayer de trouver peut-être une solution. Attendez une petite seconde. Ah voilà, ça y est. Voilà, on débute un peu, on commence. On n'est pas des streamers pros, clairement. On a beau suivre, regarder ce qui se passe sur Twitch. On a encore beaucoup de travail, mais on va y arriver. Ça marche pas avec le logiciel, donc on passe par le navigateur. Ça sera beaucoup plus simple. Merci Michel d'être présent avec nous. Pour faire une petite bio express, vous êtes quand même un des 10 astronautes français, 10 spationautes français à être allés dans l'espace. Le troisième, si je dis pas de bêtises, sur le plan chronologique. Vous avez fait 2 missions, vous en avez fait une en 92 où vous êtes allé dans la mythique station Mir, qui était un peu l'ancêtre de la station spatiale internationale, qui était la station spatiale russe.
Et puis vous êtes aussi monté dans la navette américaine en 99, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, hein? Eh ben, on a reperdu Michel. Ah, ça l'a laissé sans voix. Hein. Ça l'a laissé sans voix. Pourtant, j'ai bien résumé la question. Écoutez, on va essayer de retrouver Michel pour voir si ça... Ouais, apparemment, le stream bug un petit peu. Bon, c'est pas grave. Justement, peut-être, JB, on peut reparler un peu de ce voyage de Thomas Pesquet. C'est donc son deuxième voyage jusqu'à présent. Ouais. Et là, évidemment, la différence, c'est SpaceX. Alors, quand on voit un peu les images de SpaceX, c'est assez impressionnant. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, on le disait, avec Soyuz ou avec la navette. Ça change tout. C'est vrai qu'historiquement, les Russes, avec Soyuz, ont une technologie qui est un petit peu datée, on va dire aujourd'hui, mais c'est une technologie qui est un petit peu datée, mais qui fonctionne extrêmement bien, qui est d'une fiabilité absolument à toute épreuve. Le lanceur, le vaisseau Soyuz a fait ses preuves depuis des décennies. Donc je crois qu'on a retrouvé Michel Tonini. Michel Tonini le dira beaucoup mieux que moi tout à l'heure. J'ai fait un arrêt. Alors, vous nous entendez bien, Michel? Alors évidemment. Bon, super. Et on vous a retrouvé, génial. Et on vous a retrouvé. Bon, bah, c'est parfait. Oui, donc je faisais un peu votre biographie, en tout cas professionnelle, de vol dans l'espace en 92 et en 99. Évidemment, on va parler de Thomas Pesquet, on va parler de SpaceX, mais peut-être aussi avoir, vous, votre expérience de vol. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on part dans l'espace? Quelle est la sensation finalement que vous avez eue quand vous êtes arrivé en orbite? Comment on vit cet instant-là? Alors d'abord, le décollage est vraiment époustouflant. Imaginez-vous que vous décollez, vous partez de altitude 0, vitesse 0, vous arrivez en orbite en moins de 9 minutes. Et pendant 9 minutes, vous êtes écrasé sur le siège avec une accélération qui fait 4G, avec beaucoup de vibrations très importantes. Et vous allez avoir les séparations des différents étages de la fusée et vous allez après être satellisé à une vitesse de 28 000 km à l'heure. Donc l'altitude n'est pas très importante, mais la vitesse est très importante puisqu'on fait 16 fois le tour de la Terre en une journée. Et ça veut dire, Michel, que en fait, pendant 9 minutes, vous allez devoir subir 4G pendant 9 minutes ? 4G qui n'est pas énorme puisque vous allez faire 4 fois votre poids. Donc lorsqu'on est pilote de chasse, ce qui était ma carrière avant, on prend des facteurs de charge de 9 à 10G sur des temps de 30 secondes. Là, on va prendre 4G sur 9 minutes en différentes phases puisque la fusée Soyuz a 3 étages, donc il y a 3 fois 4G en montant progressivement. L'avantage, c'est que vous avez un peu l'habitude, vous avez été pilote de chasse, donc vous savez ce que c'est, mais c'est vrai qu'on est toujours assez surpris de voir les astronautes finalement assez sereins pendant le décollage. C'est aussi la concentration qui veut ça. Vous êtes vraiment centré sur vos tâches jusqu'à la mise en orbite. On est concentré sur les tâches et aussi on est concentré sur notre checklist. Et puis on est prêt, on a tellement répété ce décollage au simulateur qu'on est prêt à répondre à n'importe quelle panne si elle arrive. On est vraiment surentraîné sur toutes les pannes et dès qu'une panne arrive, on fait référence à ce qu'on a vécu au simulateur quelques mois auparavant, quelques semaines auparavant et on est capable d'appliquer la bonne procédure tout de suite. Je mets quelques images de vous, justement. Alors, on se débrouille un peu avec les petits problèmes techniques, mais on vous voit, justement. Là, c'était en 1992, lorsque vous partez sur la station Mir. Aussi, à la découverte, probablement, de la Terre, de la courbure de la Terre. Ça doit être aussi une expérience assez incroyable, c'est ça? Alors, la station, elle oscille entre 51 degrés nord et 51 degrés sud. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des rotations de votre vaisseau autour de la Terre ou dans la station, eh bien, on arrive à voir des régions qu'on ne verrait pas de toute sa vie, puisque on va balayer toute la Terre entière dans la région qui est la plus habitée. Ouais. Donc c'est assez phénoménal. La vue de la Terre est quand même quelque chose d'assez grisant, et j'ai regretté de ne pas avoir assez de temps pour pouvoir regarder la Terre plus souvent. Vous avez peut-être un petit détail, vous avez effectivement, vous êtes allé sur Soyuz, vous êtes allé sur la navette américaine. C'est vraiment des sensations différentes. Comment vous avez un peu vécu ces choses-là? Le décollage chez les Américains est plus violent puisque la poussée fait 3500 tonnes pour un poids de 2000 tonnes. Donc il y a un rapport poussée-poids qui est énorme sur la navette américaine, alors que chez les Russes, on s'équilibre aux environs de 500 tonnes. Donc il y a
il n'y a pas une accélération très forte au départ. Chez les Américains, c'est extrêmement fort, et c'est tellement fort que 30 secondes après le décollage, on doit réduire les moteurs au ralenti pour éviter de dépasser le Qmax, qui est le facteur de charge de 3G obtenu à la densité de l'air maximale. Donc il y a la partie où nous sommes dans la densité de l'air qui est assez forte, on doit réduire les moteurs pour rester dans cette limite et des enveloppes de 3G, pour éviter de déformer la navette. Est-ce que vous observez, Michel, au point de vue de l'évolution de la technologie, est-ce qu'il y a un gap absolument incroyable entre les lanceurs, entre les Soyouz, entre la navette Columbia que vous avez bien connue, et puis Falcon 9 aujourd'hui, et la capsule Crew Dragon, où on voit tous ces écrans tactiles. Est-ce que c'est juste de l'habillage et que le moteur reste le même, ou il y a eu une évolution technique très importante? Alors, les interfaces ont vraiment évolué. Quand vous regardez Crew Dragon, ce sont des écrans plats, ce sont des immenses iPads et on fait tout par touchscreen. Donc, il y a vraiment un modernisme qui est vraiment accru. Et si on voit l'évolution des stations spatiales et des vaisseaux spatiaux depuis le départ, au départ, on avait beaucoup d'interrupteurs qu'on manipulait on-off. Après, on est passé avec une interface qui était mixte entre les interrupteurs et les écrans plats. Et maintenant, on est à fond dans les écrans plats. Donc, il y a vraiment une interface qui est beaucoup plus agréable pour les astronautes et les cosmonautes. Oui, c'est un peu la question qu'avait Jules Beau 94 qui nous demandait vraiment les plus gros changements selon vous sur les lanceurs depuis le dernier vol spatial. Il y a vraiment eu un gap effectivement et c'est très intéressant d'ailleurs même au niveau du design, ça n'a rien à voir. Enfin, le lanceur Soyouz dans lequel vous étiez, c'était vraiment étriqué. Là, on a presque l'impression, je dis pas qu'ils sont à l'aise les astronautes, mais ils ont quand même beaucoup plus de place. C'est aussi une chose que vous constatez? Alors, c'est différent parce que le concept est différent. Le Soyouz, il fait 10 mètres cubes qui est réparti entre 3 mètres cubes et demi pour la capsule. Donc, celle où on est assis et laquelle on va décoller et on va rentrer sur Terre. Mais dès que vous avez décollé, au bout de 9 minutes, vous ouvrez la porte entre la capsule et le module orbital et au total, vous avez 10 mètres cubes. Chez la capsule SpaceX, au contraire, vous avez ce volume de 9 mètres cubes qui est utilisable dès le départ. D'où la possibilité de mettre 4 personnes et de cette sensation d'avoir plus de volume. Le volume est le même, mais vous l'utilisez dès le départ. Par contre, la contrainte qu'il y a chez SpaceX, c'est que vous ramenez au sol une charge qui est plus importante, donc c'est plus complexe. Il faut des parachutes plus grands et on se pose sur l'eau pour avoir un moyen naturel d'amortir l'atterrissage, qui dans ce cas est un amérissage. Michel Tonini, vous avez une très grande expérience du monde spatial. Enfin, c'est évidemment une lapalissade que de dire ça. Vous êtes en plus aujourd'hui le recruteur de l'Agence spatiale européenne. Vous avez recruté Thomas Pesquet. Je serais très intéressé de connaître plus largement le regard que vous portez aujourd'hui sur l'entreprise SpaceX qui, en l'équivalent d'une dizaine d'années, 15 ans, semble en tout cas avoir modifié quand même beaucoup de choses et ébranlé les certitudes de peut-être certaines grandes agences mondiales. Comment vous voyez Alors, je veux dire, quand on a vu arriver Elon Musk en 95, j'étais à la NASA et on l'a vu arriver, il était tout timide et il disait « je vais faire des fusées pour envoyer des êtres humains dans l'espace ». On n'y croyait pas trop, personne n'y croyait vraiment. C'est quelqu'un qui avait un cursus intéressant parce qu'il était très bon dans la finance, il a fait PayPal avant et il était ingénieur. Et ces profils sont extrêmement rares. Il y a très peu d'ingénieurs qui ont vraiment ce côté de connaissance de la finance et la connaissance d'être ingénieur. Donc quand on lui parle d'un moteur, il sait ce que c'est. Quand on lui parle de faire un corps de fusée, il sait ce que c'est. Et quand on parle du coût pour un moteur ou du coût pour une certaine partie de la fusée, il sait ce que c'est. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux parce qu'on a peu de personnes comme ça. Donc il a commencé à faire sa fusée, il a bien réussi, et il a organisé son travail en méthode de start-up. C'est-à-dire que dans son grand hangar qu'il a à Los Angeles, il n'y a pas de paroi. C'est-à-dire que le motoriste travaille à côté du gars qui fait l'électronique, du gars qui fait à côté, qui fait la capsule. Donc, tout le monde travaille ensemble. C'est un espace on va dire, de coworking, un espace moderne. Et ce modernisme, il est quand même motivant. Beaucoup de jeunes aiment travailler comme ça. C'est quelque chose qui est motivant. Lui travaille beaucoup. Et souvent, moi, j'ai des copains qui travaillent avec Elon Musk. Souvent, il dit, on n'a pas fini de travailler ce soir. Moi, je reste à l'atelier pour continuer à travailler. Ceux qui veulent rester avec moi, restent avec moi. Eh bien, les gens restent. Il est extrêmement motivant dans sa façon de faire. Donc, c'est quelqu'un qui travaille bien, qui est efficace, qui a vraiment su surmonter ses échecs. Rappelez-vous, quand il a commencé à faire décoller sa fusée Falcon, elle s'est abîmée plusieurs fois. Elle a eu quand même 3 ou 4 échecs. Mais il a dit que chaque échec permettait de faire une fusée qui serait mieux après. Donc, chaque échec lui permettait de construire une fusée qui serait plus solide par la suite. Et donc, il a bien travaillé sur cet affaire de
concrétiser sa fusée après l'échec qu'il a eu. Et après, il a fait, avec beaucoup d'humilité d'ailleurs, l'émission qu'on lui confiait, qui était l'émission de ravitaillement de la station spatiale. Donc il a envoyé des vaisseaux SpaceX, des dragons, pas des Crew Dragons, mais des dragons qui amenaient du matériel dans la station, et puis les ramener au sol. À chaque fois, ils pouvaient ramener quand même 400 ou 500 kilos de matériel au sol, ce qui était rare parce que le Soyouz ramène que 50 kilos. Et puis après, quand il a été vraiment, il a fait ses armes avec les vaisseaux automatiques, il est parti sur les vaisseaux habités. C'est ce qu'il a fait l'année dernière, avec beaucoup de succès. C'est ça. Alors, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut les poser à un spationaute. N'hésitez pas, on va les relayer à Michel Tonini. Justement, pour un peu continuer sur SpaceX, est-ce que selon vous, ça a relancé aussi l'industrie du spatial, ou en tout cas l'exploration spatiale? On a l'impression que depuis l'arrivée de SpaceX, la NASA s'est remis un peu à rêver aussi de la Lune. Est-ce que c'est grâce à lui aussi qu'on a pu relancer l'exploration spatiale? C'est un peu grâce à lui, pas que grâce à lui, mais grâce au privé. Il y a lui, il y a aussi Jeff Bezos qui va faire des fusées. Il y a quand même le privé s'intéresse de plus en plus à l'espace pour une affaire commerciale, bien sûr. Et donc ça a quand même donné de l'oxygène à la NASA, puisque SpaceX lance sa fusée à environ 70 ou 80 millions de dollars, alors que quand la NASA décollait avec la navette, un décollage coûtait environ 500 millions de dollars. Donc cette affaire de SpaceX a donné un bénéfice à la NASA qui a permis de dégager des crédits pour amorcer l'exploration spatiale, c'est-à-dire les stations autour de la Lune ou le retour sur la Lune. Et ça a permis aussi à SpaceX d'avoir une vision sur son budget qui est assez importante puisqu'il sait qu'il aura un financement assuré par la NASA. Donc c'est du win-win pour la NASA et pour SpaceX. Mais derrière SpaceX, ce qu'il y a de très important, c'est surtout la colonisation de l'espace, non pas par des êtres humains, mais par des satellites d'Internet, des satellites de télécommunication. Et donc son but à lui, c'est d'avoir la Terre entière qui est reliée par un réseau Internet par satellite, au lieu d'avoir aujourd'hui un réseau Internet comme nous l'avons à la maison, par des câbles ou bien par la 4G. Donc il va vraiment révolutionner ce système-là. Et c'est pour ça que Jeff Bezos le suit également, parce qu'il y a un marché financier énorme là-dessus. Imaginez-vous le nombre de satellites à envoyer. Ces satellites ont une durée de vie qui est assez courte quand même, ils vont durer 4-5 ans, c'est comme nos ordinateurs à la maison, il faut les changer rapidement, régulièrement. Et donc là, il y a un financement qui est énorme, il y a des milliards à faire qui sont énormes. L'espace est vraiment un terrain sur le niveau financier qui est vraiment très très important. Je rebondis sur ce que vous dites, Michel Tonini. Vous parlez d'une multiplicité de satellites qui sont en cours de lancement depuis des années. Ça s'envoie par grappe de 30, de 40, de 50. Enfin, on va bientôt en avoir des dizaines de milliers autour de nous, avec les problèmes que ça peut poser en termes de collision. Je sais qu'on avait un satellite Aeolus de l'Agence spatiale européenne qui avait presque failli rentrer en collision avec un SpaceX. Il avait fallu le dévier au dernier moment. Comment on va gérer ce problème dans les décennies qui viennent? Parce que c'est un problème selon vous? Alors c'est un problème. On sait déjà, on a fait nos simulations, on sait déjà qu'il y aura des collisions parce que les satellites, certaines fois, auront des pertes de stabilité, changeront d'orbite pour une raison ou pour une autre, et on est déjà certain qu'il y aura des collisions. Et donc les collisions, le problème c'est que les collisions, quand elles cassent deux satellites, c'est pas très grave, on en remet d'autres. Le problème c'est que quand ces débris faits par ces collisions vont un peu partout dans l'espace et peuvent atteindre aussi la station spatiale. Donc on est assez inquiet sur les risques de collision d'un de ces débris avec la station spatiale. C'est pour ça que, en parallèle de ces satellites, eh bien, nous lançons et nous étudions avec l'Agence spatiale européenne et même les privés des opérations de nettoyage de l'espace. Il est temps de commencer à nettoyer l'espace pour récupérer ces débris, ces petits débris qui viennent des explosions de satellites, de collisions de satellites. Et c'est encore un nouveau business. Il va falloir avoir des gens qui ont pour mission de nettoyer l'espace. Et si un jour vous lancez un satellite, eh bien vous aurez une partie du satellite, 5%, qui sera le paiement des gens qui vont nettoyer l'espace, qui vont vous assurer votre sécurité de votre satellite. Donc c'est vraiment une organisation énorme qui est un peu liée aux vols habités, mais je dirais pour SpaceX comme pour Jeff Bezos, les vols habités, c'est un petit peu le vernis supérieur, mais derrière, il y a un business énorme à faire au niveau de la transmission pour avoir Internet de très très haut niveau sur toute la Terre.
Oui, c'est un peu la question que pose Rose Roseau qui nous dit il a quoi à gagner Musk au-delà de l'exploration spatiale, il y a un vrai enjeu financier comme vous l'avez rappelé. Il y a aussi Jules Beau 94 qui nous demande si vous avez envie de retourner dans l'espace. Est-ce que par exemple un touriste dans l'espace ça pourrait vous plaire et quel est votre sentiment justement sur le tourisme spatial? Alors moi, bien sûr, j'ai envie de repartir. D'ailleurs, je fais le régime, j'ai ma combinaison qui est prête à repartir. Donc pour moi, c'est très important. Mais je peux vous dire aussi que nous sommes environ 550 à avoir été dans l'espace et tous ceux qui sont dans l'espace veulent y retourner. Mais je comprends bien aussi qu'il faut aussi partager un peu ce petit gâteau entre petites parts. Et c'est normal d'avoir des jeunes qui partent dans l'espace. C'est pour ça que je suis content de voir Pesquet repartir dans l'espace. Et Pesquet sera content de voir un jeune qui va être sélectionné bientôt repartir dans l'espace. Donc c'est important. Les touristes, c'est aussi important parce que les touristes donnent une vision différente et permettent de ne pas faire cette frontière entre les astronautes comme nous, qui sommes des vrais professionnels, et l'accès à l'espace qui peut être fait aussi par des touristes. Le premier touriste, c'est Denis Tito, qui a décollé, je crois, dans les années 2001 sur l'ISS. Et au départ, c'était compliqué, la NASA n'en voulait pas, c'était pas très bien admis par les vrais professionnels. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ces touristes, ils apportaient beaucoup de choses, ils avaient une façon de travailler qui était importante, ils avaient surtout un regard sur l'espace qui était différent du nôtre, et lorsqu'ils revenaient sur Terre, ils expliquaient l'espace avec des mots qui leur appartenaient, qui n'étaient pas nos mots à nous, qui étaient des mots toujours les mêmes, ils utilisaient des mots nouveaux, et ça donnait encore une bouffée d'oxygène à l'espace. Donc le monde du privé utilisateur astronaute privé ou privé lanceur de fusée a fait beaucoup de bien au spatial dans les dernières années. D'accord. J'en profite encore pour vous dire, n'hésitez pas à poser vos questions. Salut à Crocoras, à Charlot Hotboy qui nous disent bonjour sur le chat. Une petite question aussi de Joggerlina qui nous demande pourquoi ne pas passer plus de temps dans l'espace, plusieurs mois. Alors évidemment, ça a déjà été fait de passer plusieurs mois dans l'espace. Jusqu'à présent, c'est quoi le record dans l'espace? Et finalement, est-ce que on fixe une limite physiologique dans l'espace? Comment ça se passe exactement? Alors le record aujourd'hui, c'est Valéry Polyakov qui est resté 14 mois dans l'espace en un seul vol. Et après, il a refait un vol de 6 mois 2 ans plus tard. Donc il a fait au total 20 mois. Le record en nombre de jours en plusieurs vols, c'est Gennady Pedalka, qui est aussi un Russe, qui est resté 890 jours dans l'espace au total, donc presque 3 ans dans l'espace. Disons, la durée limite... elle n'est plus tellement maintenant au niveau physique, disons qu'au niveau ostéoporose, au niveau perte de calcium, au niveau perte musculaire. Quand moi j'allais dans l'espace, le protocole était de faire 1 heure de sport par jour, pendant 3 jours, et le 4e jour était un jour libre. Aujourd'hui, les astronautes dans la station spatiale font 2h30 de sport par jour, et tous les jours. Donc ils ont une forme musculaire qui est vraiment beaucoup plus importante qu'avant, et on a compensé tous les petits maux que nous avions dans l'espace grâce au sport. De plus, le sport est un élément qui va équilibrer la forme psychologique des astronautes. Donc, en faisant du sport tous les jours, bien même si vous avez un jour le spleen et si vous ne vous sentez pas très bien, cette façon de faire de sport va vous déclencher des substances chimiques qui sont très positives et qui font beaucoup de bien. La résistance, aujourd'hui, elle est difficile au niveau psychologique. Quand vous restez 6 mois là-haut, c'est quand même difficile. Mais on a des accompagnements par les psychologues avant l'entraînement, enfin pendant l'entraînement, pendant le vol et après l'atterrissage qui font que les vols se passeraient très bien. Et aussi, nous, on a rajouté en 2003, j'étais d'ailleurs un des partisans de le faire, un entraînement qu'on appelle HBP pour Human Behavior and Performance, donc l'habileté comportementale. On va faire sortir les cosmonautes de leur zone de confort sur des exercices qui ne sont pas des exercices techniques sur le simulateur, mais sur des exercices qu'on appelle des terrains analogiques. Donc on va les mettre dans la montagne, dans des conditions difficiles progressivement, on va les mettre sous l'eau, pendant des conditions difficiles progressivement, sous terre, en région froide ou en survie. Donc 5 environnements différents, et ils en font en général un par an quand ils peuvent, quand ils ont l'occasion de le faire. Mais on s'arrange pour qu'ils en fassent à peu près un par an. Et on s'est rendu compte que ces entraînements-là sont extrêmement bénéfiques pour que les cosmonautes restent là-haut dans des conditions psychologiques qui sont très très bonnes. Là maintenant, la dernière donnée qui est difficile pour nous, c'est les radiations. Quand on sort de l'atmosphère, eh bien, on a plus de radiation. Et aujourd'hui, on est encore protégé par les ceintures de Van Allen, mais le jour où vous irez sur la Lune, vous n'aurez plus la protection des ceintures de Van Allen. Et donc, c'est complexe au niveau des radiations, parce que ces radiations, ce sont des particules lourdes qui sont émises par le Soleil. Et quand elles arrivent dans la cellule, dans la station,
elles passent au travers des murs de la station, elles passent dans le corps humain et elles détruisent toutes les cellules sur le corps humain. Donc aujourd'hui, on veut aller en dehors des ceintures de Van Allen et le plus proche, c'est l'orbite lunaire pour travailler sur des moyens de mesure plus précis des différents endroits de la station pour savoir quelles sont les parties qui pourraient protéger des radiations les astronautes. Et on va se limiter au départ à des durées d'environ 40 jours pour être sûr de ne pas dépasser cette limite des radiations. Et même si on part sur Mars sur un voyage qui va durer, on va dire, 2 ans, dans le meilleur des cas, avec l'activité des radiations la plus faible du Soleil, il y a quand même les éruptions solaires qui vont arriver sans prévenir. Et quand l'éruption solaire arrive, eh bien, c'est quand même très compliqué. Moi, je me souviens, il y a des vols quand j'étais en Russie où les cosmonautes se barricadaient dans le Soyouz pendant quand même 3-4 jours pour supporter toutes ces radiations parce que la peau du Soyouz était plus épaisse, elle faisait 15 à 20 cm et donc elle protégeait plus des radiations que le corps de la station. Donc, c'est des choses qu'on est en train d'utiliser, qu'on est en train de vérifier. Et c'est pour ça qu'il est très important de retourner sur la Lune, non seulement pour travailler de façon scientifique sur la Lune, de façon internationale sur la Lune, mais aussi pour étudier les meilleurs moyens de protection des radiations pour aller sur Mars dès qu'on pourra, c'est-à-dire d'ici une trentaine ou une quarantaine d'années. Et justement, Michel, est-ce qu'on pense à la mort? Là, on a une question de Hallo Spatial qui nous dit quelles sont les chances d'échec de mourir dans une mission spatiale actuelle? Est-ce que c'est un risque qui est toujours discuté, qui est toujours présent? On en discute avec les astronautes? Alors, c'est un risque que vous savez, que vous connaissez et que vous acceptez. Si on prend l'exemple de la navette spatiale américaine, qui est un exemple assez dramatique, 2 accidents mortels sur 135 vols, ça fait donc une occurrence sur 70 d'avoir un accident, et à chaque fois, c'est 7 personnes qui vont disparaître. Donc le vol est risqué, la navette est risquée, et c'est pour ça qu'on a un petit peu arrêté les navettes spatiales aussi, pour ces raisons de risque, parce qu'on ne pouvait pas la sécuriser à 100% complètement, et on est revenu maintenant dans le monde entier, que ce soit les Russes qui ont toujours gardé leur capsule, les Américains qui reviennent à la capsule, Crew Dragon est une capsule, Jeff Bezos, ça sera également une capsule, et les Chinois, les taïkonautes, sur leur Shenzhou, c'est aussi une capsule. Donc la capsule vous protège parce que la capsule, c'est quelque chose de réalisable, on peut la sauver, on peut la sauvegarder après le décollage en la faisant se reposer avec ses parachutes nominaux sur la mer ou bien sur Terre. Donc quand vous décollez sur une capsule, vous avez quand même plus de chances de vous en sortir que sur une navette spatiale. Il y a aussi une question de Croc Horace dans le chat qui revient un peu sur le fait pourquoi l'agence européenne ne fait pas de vol habité. Est-ce que c'est un choix financier qui avait été réalisé? Voilà, comment ça s'explique? Alors au départ, et c'est la raison pour laquelle j'ai été sélectionné en 1985, il y avait un programme qu'on appelait Hermès avec une petite station qu'on appelait le MTFF qui est une station indépendante. Donc l'Europe aurait eu son organisation spatiale complète et Hermès décollait sur le sommet d'Ariane 5. Et d'ailleurs, Ariane 5 a été conçu au départ pour lancer Hermès, plus que des satellites d'observation ou d'utilisation. Et quand on a eu Hermès qui a démarré, peu après, on a eu l'accident de la navette Challenger, et donc on a commencé à dire, bon, il faut qu'on fasse un système beaucoup plus complexe en 86 pour qu'on puisse sécuriser cette navette Hermès au décollage s'il y a un problème. Donc ça alourdit la navette, et après, on a rajouté d'autres fonctions qui étaient importantes, ce qui fait que la navette, elle est passée de 11 tonnes à 22 tonnes en l'espace de 7 ans, ce qui a tué le programme. Donc c'est pour ça que le programme Hermès a été abandonné et le programme de MTFF a été abandonné. Donc ce qu'on a utilisé sur Hermès et le MTFF, ça a été transcrit sur le module Columbus, qui est un petit peu issu de ce que nous avons fait sur des modules scientifiques qui allaient sur la navette spatiale américaine, et la partie data link, c'est-à-dire la LAN qui transporte les données sur la station spatiale, que nous avions utilisé pour Hermès, a été également vendu aux Russes pour faire le Data Management System côté russe, le DMS russe. Donc on a récupéré tout ce qu'on pouvait de notre programme Hermès MTFF pour le remettre au goût de la station spatiale. Mais la station spatiale aujourd'hui, elle a quand même cet énorme avantage d'être internationale. Nous avons 5 agences spatiales qui coopèrent ensemble et au total 15 pays qui sont ensemble. Et donc, 15 nationalités au niveau des astronautes? C'est aussi une question qu'on a dans le chat. Oui, 15 nationalités. 15 pays différents, 15 nationalités différentes, puisque en Europe, il y a 10 pays qui coopèrent sur l'Agence spatiale européenne pour les vols habités, au total sur les 22 pays de l'Agence spatiale européenne, plus les Japonais, plus les Canadiens et plus les Américains et les Russes.
Mais oui, on voit en ce moment, on voit bien que les tensions politiques sont parfois un peu complexes. C'est le cas en ce moment avec la Russie. Et bien malgré tout, il y a des Russes et des Américains qui sont là-haut, qui s'entendent bien là-haut. Et tant qu'on aura une station spatiale, eh bien ces pays-là ne peuvent pas s'affronter complètement, puisque ils doivent garantir le fait que leurs astronautes et leurs cosmonautes sont dans l'espace et doivent avoir la meilleure sécurité pour leurs vols spatiaux. Donc, cette station spatiale, c'est un petit peu un garant de paix. Et si elle dure longtemps et si les programmes spatiaux sont issus dans le futur de ce que nous faisons dans cette ISS, eh bien, on aura gagné une grande bataille sur l'équilibre des pays. Est-ce que selon vous, on reverra un jour une navette spatiale? Parce que c'est un véritable cargo de l'espace. Vous avez une place incroyable avec des bras qui vous permettent de construire, d'assembler des stations spatiales comme des modules. Est-ce que c'est plus facile de construire une station spatiale avec une navette qu'avec une fusée qu'on lance enfin, comment vous voyez les choses? C'est un modèle révolu? Une station spatiale, elle est beaucoup plus facile à assembler avec une navette spatiale qu'avec un vaisseau, puisque vous transportez les éléments de la station spatiale dans la navette, et une fois que vous arrivez là-haut, vous les assemblez avec le bras robotique. Donc c'est vraiment l'idéal, c'est une navette comme la navette américaine. Maintenant, la navette, elle est quand même associée à des vols en orbite basse. Or, aujourd'hui, on a clairement mis l'accent sur l'exploration, c'est-à-dire retourner sur la Lune, aller sur Mars. Et pour cela, c'est pas une navette qu'il faut, c'est une capsule. Donc, la capsule qui est en calcul en ce moment avec la NASA, qu'on appelle Orion, elle est faite pour aller sur la station spatiale, mais également sur la station qu'on appelle le Gateway autour de la Lune. Et il y aura un LEM qui ira après se poser sur la Lune quand on en aura besoin. Donc, le futur, pour moi, qui est dans l'exploration, c'est un futur de capsule, plus qu'un futur de navette spatiale. D'accord. Dans le chat, Stella Erdeven, qui a une question pour vous, qui nous parle d'un programme de base lunaire gonflable de l'Agence spatiale européenne. Où on en est justement de ce projet? Alors ça, c'est un projet qui est excellent, qu'on appelle le BEAM, qui a été initié par Monsieur Bigelow, qui est aussi un autre milliardaire américain, comme SpaceX, et qui a dit, plutôt que de construire des gros modules qui sont lourds et qui sont volumineux et qui sont chers, enfin qui sont chers à transporter, pourquoi on ne ferait pas du gonflable, vraiment du gonflable. Donc la NASA n'y croyait pas trop, mais comme Bigelow a pris cette étude sur son budget à lui-même, il a construit le premier BEAM qu'on a lancé dans la station spatiale il y a environ 5 ans, je crois. On l'a gonflé et on fait l'étude de vieillissement et ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'avec une petite peau d'environ 5 cm, on peut faire un véhicule habitable dans une station spatiale. Et ça préfigure les habitacles que nous aurons sur la Lune. On n'aura pas du 100% dur, on n'aura pas du 100% gonflable, mais je pense qu'on aura une partie, environ 30 à 40% gonflable, pour diminuer le coût d'accès, pour diminuer le volume d'accès, et donc pour rendre plus facile les habitats sur la Lune. Imaginez-vous bien, si vous avez une partie gonflable que vous recouvrez de régolithes, d'environ 50 cm de régolithe lunaire, qui est le sol lunaire, eh bien vous avez quand même un espace qui est quand même relativement bien protégé. Je pense à ma piscine que je gonfle l'été. Enfin, s'il y a une micrométéorite ou j'en sais rien, quelque chose qui arrive à toute allure, il n'y a pas un risque de crevaison. Enfin, c'est quelque chose d'éprouvé, de solide a priori comme technologie. Enfin, j'imagine. Mais... Alors c'est pour ça que le BEAM n'a pas été mis à l'avant de la station. Vous savez que la station, elle avance toujours vers l'avant, là où se trouve le module Columbus et le module japonais. C'est pour ça qu'on a mis des écrans de protection des météorites à l'avant de la station. Mais le BEAM, on l'a mis à l'arrière, donc il est moins exposés aux météorites. Donc, bien sûr, on va prendre de risques majeurs, mais pour l'instant, ce BEAM fonctionne bien et je pense que ça peut préfigurer une partie des futures stations spatiales en orbite, mais surtout sur la Lune ou sur Mars. On pourrait avoir quelques éléments qui soient gonflables. S'ils sont crevés, on peut revenir après sur une station classique, sur des modules classiques. Mais ça peut quand même donner, on va dire, les vérandas des stations spatiales de l'espace. Une petite dernière question, on va aller voir notre second invité. Vous parliez justement d'une visite sur Mars dans 30-40 ans. Alors Elon Musk, il est beaucoup plus optimiste. Lui, il espère y aller dans les années qui viennent, d'ici probablement 5 ans. Bon, il a toujours été optimiste, mais il est plus ou moins arrivé à ses fins à chaque fois qu'il s'est lancé dans un projet. Selon vous, ça reste quand même irréel d'imaginer d'ici 2030 d'envoyer quelqu'un sur Mars? Oui, je pense que ça va être difficile. Non seulement ça va être difficile, et puis en plus, je trouve que
tout le travail que nous avons accompli sur cette station ISS en collaboration internationale, lui, il veut la faire de façon uniquement américaine. Et je pense que l'époque est révolue de mettre un drapeau national sur Mars ou sur la Lune. On est plutôt dans l'ambiance de travailler en collaboration. Donc je pense que son idée, c'est vrai qu'elle va donner beaucoup de pêche, elle va donner beaucoup de vitesse, ça va donner beaucoup de motivation à ses équipes. Mais moi, j'y crois pas trop parce que on n'aura pas résolu le problème des radiations dans 10 ans et le problème de la motorisation. Vous savez qu'aujourd'hui, on voudrait aller sur Mars non pas avec une motorisation classique, traditionnelle, qui sont les moteurs à hydrazine que nous avons aujourd'hui. On voudrait y aller avec des moteurs modernes, des moteurs ioniques qui vont propulser pendant toute la moitié du chemin entre la Terre et Mars, de façon à accélérer au maximum et faire un voyage en 3 mois. Avec les moteurs ioniques, on peut faire des moteurs à plasma, on va dire, on peut faire des voyages en 3 mois sur Mars, alors qu'aujourd'hui, on est obligé d'attendre 6 mois, au minimum 6 mois, et comme le cyclage entre la Terre et Mars va se déphaser, ça oblige d'attendre 2 ans pour un retour. Alors que sur le coup du voyage à 3 mois, on peut faire un décollage un petit peu avant la distance minimum entre la Terre et Mars, rester 3 mois sur Mars et 3 mois pour le retour. On peut faire le total sur 9 mois. Donc ça, c'est l'exemple de Vasimir, qui est un moteur à plasma qui existe à Ellington au Texas, qui fonctionne bien, qui a été conçu par Franklin Changaz, qui était aussi un astronaute américain issu du Costa Rica. Et moi, je crois beaucoup à ces moteurs à plasma. Donc, la motorisation, elle est très importante. Et l'accélération de ces voyages vers Mars, le fait d'y aller très rapidement, permettra d'amener moins de vivres, moins de support logistique dans toutes ces missions spatiales, donc réduire le coût et réduire l'impact des radiations. Donc, le flotteur à plasma, malheureusement, il n'a pas encore volé dans l'espace. Il est au sol, je l'ai vu travailler, je l'ai vu fonctionner à Ellington. Il fonctionne très bien dans un caisson à vide, mais il n'a pas encore été dans l'espace. Donc, il faut attendre quelques années pour le faire voler. Et ensuite, une fois qu'il aura fait voler, il faudra le faire propulser des missions qui iront sur Mars. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Michel Tonini. On va rappeler que vous avez un livre qui vient de sortir, Un café dans l'espace, chez Humaine Science, qui se dévore très, très vite. Je l'ai lu en quelques heures. C'est passionnant. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et puis à très bientôt, pourquoi pas pour un prochain stream. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Voilà, très intéressant. Écoutez, on va essayer de continuer ce stream avec une seconde invitée qui va justement peut-être nous parler aussi de Mars, puisqu'elle a 27 ans, elle est ingénieure aérospatiale. Continuer de voyager, c'était passionnant. Hein. Exactement. Alors on va essayer de faire en sorte cette fois que Skype fonctionne. On va voir ça tout de suite. Bonjour Lorraine. Bonjour Lorraine, vous allez bien? Eh bien, on est très heureux de t'avoir Lorraine avec nous. Alors évidemment Skype ne marche pas, donc on va rester tout simplement sur... Voilà, j'avais plein de belles images à mettre, j'avais préparé des belles vidéos, des beaux visuels, mais rien ne fonctionne. Bon, c'est pas grave. Lorraine, on est ravis de t'avoir aussi parce que toi, tu as 27 ans, tu es ingénieure aérospatiale, tu es consultante chez Arianespace, si je dis pas de bêtises, Arianespace qui commercialise ArianeGroup, autant pour moi. Et alors, peut-être qu'il y a un petit problème de son, est-ce qu'on t'entend bien? Je sais pas si je peux monter un petit peu le son. Dis-nous un petit mot, Lorraine. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, Est-ce Lorraine? que vous m'entendez bien? Ouais, ça va. 1, 2. Nous, ça va. Voilà, ça a l'air d'aller. Ça va. Le chat nous dit... C'est bon. C'est bon, ça a l'air d'aller. Et donc, on vient d'avoir un spationaute. Alors, mettons les pieds dans le plat. On a peut-être une future spationaute en face de nous, puisqu'en fait, c'est un peu ton rêve, finalement. Et c'est vraiment ton ambition, c'est de devenir spationaute, c'est ça? Oui, je serais très heureuse d'être sélectionnée pour la prochaine classe d'astronautes de l'ESA. D'un point de vue purement réalistique, donc comme tu l'as dit, j'ai 27 ans, je suis encore un tout petit peu jeune, donc le but pour moi, d'un point de vue un peu plus réaliste, serait la prochaine sélection d'astronautes, idéalement dans un peu moins de 10 ans. Je vais quand même postuler à celle-ci parce que qui ne tente rien à rien. Qui commence le mois qui vient, là, je crois, ouais. Les candidatures, c'est vraiment tout de suite. Donc Oui, tout à fait. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, en effet, les candidatures sont ouvertes depuis le 31 mars, seront ouvertes jusqu'à fin mai.
Donc j'invite tous ceux et celles qui nous regardent à vraiment essayer de postuler, surtout les femmes. Donc c'est très important pour pour la représentation féminine d'avoir plus de femmes candidates à être astronautes. On a Monsieur Tonini qui disait qu'il y avait environ 550 personnes qui sont allées dans l'espace. De ces 550 personnes, il y en a que 10% qui sont des femmes. Il faut essayer de changer cela. Donc j'invite toutes les jeunes femmes et toutes les femmes à postuler à cette sélection d'astronautes. Lorraine, clairement, l'espace est un milieu de machos. Enfin, clairement, on peut le dire. Non, bah... Non. Non. Alors, non. Mais, ouais. Alors, c'est à double tranchant dans le sens où il y a 10% de femmes astronautes, parce qu'il y a aussi très peu de candidatures femmes. C'est pour cette raison que je l'autocensure. Pardon. Exactement. Excusez-moi. Donc il y a moins de candidates et par conséquent moins d'astronautes femmes. De dire que c'est un milieu macho, je n'irai pas jusque-là. Alors on a eu évidemment du temps d'Apollo et autres, quelques petites gaffes. Je pense à Sally Ride qui est partie pour une semaine dans l'espace avec 100 tampons, littéralement. Et une trousse de maquillage. Et sa trousse de maquillage, ou encore une cosmonaute, russe qui est partie dans l'espace et qui a été accueillie par un astronaute avec un torchon pour lui dire d'aller à la cuisine. Donc voilà, il y a des jolies petites anecdotes comme ça de sexisme. Mais aujourd'hui, je pense que les astronautes comme Claudia Ignoré ou Samantha Cristoforetti pourront le confirmer, c'est de moins en moins présent. J'allais te demander justement, est-ce que tu as des modèles? Est-ce que Claudie Ignoré, par exemple, ça a été vraiment quelqu'un qui t'a peut-être marqué dans ton enfance, ou voilà, est-ce que ça a joué un rôle? Alors tout à fait. Et puis, Claudie Ignoré, juste, je précise pour ceux qui ne savent pas, Claudie Ignoré, c'est la première française à être allée dans l'espace. Tout à fait, première européenne aussi. Et j'ai eu la chance, l'opportunité de rencontrer Madame Ignoré dans le cadre du projet WoMars, dont je pourrais un peu parler plus tard. Oui, on va en parler. Et donc Claudie Ignoré est oui, définitivement un modèle pour moi. C'est une femme assez extraordinaire avec une formation incroyable et puis qui a continué au-delà de sa carrière d'astronaute à contribuer à l'avancement du spatial aujourd'hui, qui est son parcours est assez impressionnant. Donc c'est définitivement un modèle pour moi, oui. Je voulais juste connaître, parce qu'on parlait tout à l'heure beaucoup d'Elon Musk avec Michel Tonini, je voulais connaître, Lorraine, ton regard sur ce qu'a fait Elon Musk ces dernières années, sur cette entreprise qui est SpaceX. Comment tu la regardes, comment tu la juges, comment tu la jauges? Moi, ça m'impressionne énormément. Et j'adore cette mentalité qui est un peu plus américaine qu'européenne, j'oserais même dire, qui est d'un peu osé d'y aller au culot. On voit Elon Musk aujourd'hui dans toute sa splendeur. Comme le disait Monsieur Tonini un peu plus tôt dans l'entretien, dans son interview, Falcon 1, c'était quand même 4 échecs au début. À un échec de plus, Elon Musk était en faillite, c'était fini pour SpaceX. Il fallait y aller, quoi. Il fallait y aller. Et la NASA, comme encore une fois Monsieur Tonini le disait, n'était pas derrière lui initialement. Donc cette start-up qui sortait un peu de nulle part a réussi à s'imposer de façon absolument impressionnante et qui a vraiment révolutionné et redonné un coup de vie au secteur du spatial américain, et ça a déteint sur le secteur spatial mondial. Donc oui, je suis très admiratif de ce qu'il fait, évidemment. Tu as déjà quelques fans dans le chat, Lorraine, justement, qui soutiennent ta candidature. C'est gentil, merci. Et juste, est-ce que tu peux nous parler justement, tu as un projet dans le désert de l'Utah, un projet 100% féminin. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Donc, j'ai fondé avec cinq amis, il y a 1 an et demi, un équipage intégralement féminin qui s'appelle WoMars, et on a postulé auprès de la Mars Society pour participer à une mission sur la Mars Desert Research Station, donc qui est une station analogue martienne, disons, dans le désert de l'Utah aux États-Unis. Nous avons été sélectionnés et nous allons y passer 2 semaines en octobre 2021. On se réjouit d'y aller. Donc la mission était censée avoir lieu en février 2021, elle a été décalée à cause du Covid, évidemment. Et donc, en fait, toute cette mission sera composée donc de notre équipage de 6 jeunes femmes. Donc, on a toutes des parcours assez différents. On est toutes européennes, donc espagnoles, suisses, françaises, et puis nous habitons un peu partout en Europe.
Et donc, nous sommes ingénieurs, scientifiques, on a neuroscientifiques, on a une géologue, on a une ingénieure de l'ESA, on a vraiment un peu de tout. Et durant ces 2 semaines, en fait, on va essayer de mener des expériences et de simuler, en fait, simuler une colonisation de Mars, une colonie sur Mars, en fait. C'est de la Donc voilà. Et ce qui est intéressant... Vas-y, je t'en prie, vas-y. Alors, juste pour finir, donc, ce qui est intéressant avec cette station et cet endroit précis du désert de l'Utah, c'est que, donc, je le disais, c'est un analogue martien dans le sens où la structure géologique autour de la station est similaire à celle qu'on peut retrouver sur Mars. Alors ça, c'est notre géologue Julie Hart pourrait en parler bien mieux que moi, mais c'est très intéressant de retrouver ces similitudes entre ce désert de l'Utah et les structures géologiques martiennes. C'est ce que j'allais te demander. En fait, vous allez simuler vraiment des conditions réelles, c'est-à-dire que quand vous allez sortir de la station, vous allez enfiler un scaphandre ou pas? Comment ça va se passer concrètement? Exactement. Alors, il y a évidemment des contraintes qu'on ne peut pas reproduire, comme la gravité ou l'atmosphère très faible. Cependant, la station a été construite et a été pensée en fait comme une colonie martienne, dans le sens où c'est des hubs assez limités, c'est assez rustique, hein. C'est des hubs, c'est des gros cylindres, en fait, des sortes de conteneurs pas très agréables à vivre, mais ça sera comme ça au comme début l'ISS, sur Mars et sur la Lune. Exactement. Et donc, il y a quelques laboratoires, quelques ateliers de mécanique pour l'ingénieur de l'équipage. Et en effet, dès qu'on fera des EVAs, donc extravéhiculaire activities, on enfilera nos combinaisons spatiales avec un masque afin de simuler les EVA qui auraient lieu sur Mars ou la Lune. On a aussi des questions dans le chat sur la formation aussi des astronautes. J'ai pas eu le temps de poser la question à Michel Tonini, mais j'avais vu dans son livre la fameuse expérience du tabouret, en fait, pour tester un petit peu les capacités vis-à-vis des jets qu'on prend, des mouvements. Est-ce que tu sais un peu comment ça se passe, la sélection, par quelle torture tu dois un peu passer pour pouvoir être sélectionné? Alors, j'en profite une seconde, j'arrive tout de suite. Et n'oubliez pas de poser vos questions dans le chat. Hein. Pour les apprentis astronautes, je vous conseille ce livre-là qui a été écrit par l'astronaute anglais Tim Peake, The Astronaut Selection Textbook, qui répond très bien à ce genre de questions, puisqu'il reprend en fait tous les tests qu'il a dû subir ça sonne un peu méchant, qu'il a dû traverser, disons ça comme ça, pour devenir astronaute européen. Donc en effet, il y a beaucoup de tests de mouvement. Donc l'une des grandes difficultés dans l'espace, c'est qu'on n'a pas de référentiel. Sur Terre, on a la gravité, le haut c'est là, le bas c'est là, et tout droit c'est par là. Quand on est dans l'espace, il n'y a ni de haut ni de bas, droite, gauche. C'est très compliqué, donc une représentation 3D de son environnement est essentielle. Donc ça, c'est l'une des parties des tests qui est assez importante. D'accord. Allof Spatial aussi qui nous demande un peu quelques exemples de projets qui t'ont marqué récemment. En quoi ça consiste aussi ton métier d'ingénieur chez Ariane Group? Je crois que tu as travaillé sur les lanceurs, le lanceur Vega européen notamment, c'est ça? Oui, j'ai pas mal travaillé sur Vega. C'est un lanceur léger, un lanceur léger européen de l'Agence spatiale européenne. Exactement, premier lanceur léger européen qui a été mis en vol en 2012, qui a eu malheureusement 2 échecs, donc VV15 et VV17 ont été 2 échecs, mais sinon que des missions relativement réussies. J'ai travaillé sur le projet SSMS, donc Small Spacecraft Mission Service, qui a volé pour la première fois avec VV16, donc le 16e vol de Vega en septembre dernier, donc qui est une structure mécanique permettant d'optimiser le nombre de satellites mis en orbite par lancement. Donc pour vous donner une échelle, c'était 53 satellites qui ont été mis en orbite en septembre dernier. C'est un projet très intéressant parce que comme on a parlé de M. Tonini, Elon Musk, encore lui, monte la compétition dans le sens où il lance un nombre de satellites par lancement absolument colossal pour sa constellation de satellites afin de permettre d'accéder à Internet partout dans le monde. Donc il faut que l'Europe se mette au niveau. Et le SSMS est un excellent point de départ. Donc ça, c'était très intéressant comme projet. Et j'ai par ailleurs travaillé sur le LAVOOM, donc Attitude Vernier Upper Module, qui est le moteur
du dernier étage du lanceur Vega. Donc c'est un moteur plutôt chouette parce que c'est un moteur qui donc ne marche qu'en microgravité. Donc il a une architecture complètement différente à celle qu'on connaît habituellement. Donc les moteurs de fusée normalement ils sont assez caractéristiques par leur réservoir très long. C'est d'ailleurs ce qui donne la forme aux fusées. Alors que là, dans la VOOM, le réservoir il est tout rond, tout cylindrique, pardon, tout sphérique. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est des mécaniques assez différentes et voilà. Et aujourd'hui, je travaille sur donc les réflecteurs de satellite chez Ariane Group. J'optimise en fait les outils permettant de développer le process, le workflow des réflecteurs de satellite. Juste Lorraine, on parle de Vega, je sais qu'il y a Vega C qui est en préparation, hein, auquel on réfléchit déjà, voilà. Est-ce que le lanceur léger, on se doit de l'avoir dans notre panoplie, ou alors est-ce que dans quelques années, quand on aura d'ailleurs un successeur à Ariane 6, on aura d'autres des successeurs réutilisables, le lanceur léger sera encore pertinent? Tout à fait, oui, il sera pertinent pour tout simplement les orbites basses. Et d'ailleurs, on le voit dans les startups, à commencer par SpaceX, hein. Falcon 1, c'était un lanceur léger pour les orbites basses. On le revoit aujourd'hui dans d'autres startups. Je pense à Isar Aerospace, donc qui est une startup allemande qui développe le Spectrum, donc le lanceur léger Spectrum, aussi pour orbite basse. Donc le lanceur léger a définitivement sa place dans le secteur du spatial. Je pense aussi à Electron, des Néo-Zélandais. Donc non, vraiment, le lanceur léger est obligatoire et vraiment nécessaire pour le secteur du spatial. Donc, il n'y a aucun doute que Vega C saura prouver son utilité dans les années qui viennent. Aucun. Stellar Deven qui revient sur le chat sur la mission WooMars que tu prépares et qui nous demande si les délais de communication entre la Terre et Mars seront simulés et est-ce que les participantes seront isolées en cas de problème comme lors d'un vol. Tout à fait, oui. Alors, on a un Mission Control. Donc tu as la station spatiale, la station MDRS, Mars Desert Research Station. Il y a quelques kilomètres de là, à Grand Junction, la ville de Grand Junction, tu as un équivalent de Mission Control. Donc, c'est la Mars Society qui a quelques personnes qui travaillent à plein temps et qui simulent en fait le Mission Control entre les astronautes et nous, les astronautes analogues et la Terre. Et quel regard, justement, j'ai posé la question à Michel Tonini avant, quel regard tu as sur les rêves martiens d'Elon Musk qui espère arriver très vite sur Mars, il est très pressé. Voilà, déjà, toi qui connais aussi les lanceurs, probablement qu'il nous faudra réfléchir à des lanceurs plus efficaces, comment revenir ensuite sur Terre. Quel regard tu as un peu sur ces questions-là? Non, évidemment, ça me fait rêver, hein. La preuve en est beau Mars. Je pense, je préfère me concentrer sur le lunaire, à vrai dire, en ce moment pour les vols habités. Je pense que Mars est un tout petit peu ambitieux dans l'immédiat. Disons que sur le court terme, je suis de très près en fait la mission Artemis. Oui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la mission Artemis, c'est la mission de la NASA qui a pour ambition de retourner sur la Lune en 2024. Ils ont eu une classe d'astronautes dédiée à cette mission, donc 10 astronautes de la NASA. Et elle a quelque chose d'exceptionnel, cette classe, c'est que c'est 5 hommes, 5 femmes, du jamais vu avant. Pour vous donner une petite comparaison, aujourd'hui, la classe d'astronautes de Thomas Pesquet, justement, c'était 8 personnes, et dont une seule femme, Samantha Cristoforetti. Donc la représentation des femmes augmente bien grâce à l'Artemis. Et donc pour revenir à la question, donc les missions lunaires, je pense, vont devenir un incontournable. Mars, Monsieur Tonini l'évoquait un peu plus tôt, la radiation reste un problème assez majeur et non résolu, surtout. Oui, les radiations qu'on reçoit lorsqu'on n'est pas protégé par l'atmosphère et qui endommagent les cellules, hein, c'est ça. Et qui traversent tous les matériaux. Exactement. Exactement, et qui traverse tous les matériaux. Et au-delà de ça, donc il y a aussi ce risque d'éruption solaire, donc c'est presque un ajout. Donc si on peut encore se partir au bon moment, dans le sens où on peut prévoir des moments où la trajectoire interplanétaire limite les radiations solaires, les éruptions solaires, on ne peut pas les prédire. Et là, par contre, c'est assez grave, et comme tu disais, ça traverse le navire et ça traverse les astronautes. Donc ça, c'est assez dramatique. Donc dans ce sens-là, pour moi, la colonisation martienne, ce n'est pas pour demain. Mais je suis très intéressée. Je pense que il est absolument essentiel pour aller sur Mars d'aller sur la Lune avant, pour tester nos technologies d'abord,
pour l'utiliser potentiellement comme tremplin aussi, comme pour la trajectoire vers Mars. C'est une possibilité très intéressante. Donc voilà, pour le moment, je pense que voilà, je me réjouis de voir Artemis aller sur la Lune en 2024. On a une petite question de JL93, toujours au sujet de la Lune, qui nous dit faut-il installer une base sur la Lune? À quel horizon? Enfin, si on comprend bien, c'est pour que vous, les astronautes, les scientifiques, fassiez vos gammes avant de partir sur Mars. C'est vraiment ça l'idée? Alors, il y a plusieurs idées, justement. Alors, en effet, donc les scientifiques qui font leurs expériences sur Mars, qui testent leur technologie afin de préparer des voyages plus long terme, ou même des technologies, et ce qui est très intéressant dans le spatial, c'est des technologies qu'on développe pour le spatial et qui sont finalement réutilisées sur Terre. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, j'en parlais un peu tout à l'heure, donc c'est utiliser potentiellement la Lune comme tremplin vers Mars. Donc, comme vous savez, donc la Lune est un satellite de la Terre, donc c'est un peu comme si vous preniez un crayon avec un petit filet et une boule au bout, et que vous la tournez rapidement. Si vous relâchez la boule, elle va partir très loin, parce que vous avez récupéré de la force centrifuge. Et c'est pareil pour la Lune sur les trajets de Mars, donc ça pourrait économiser déjà beaucoup d'essence, pas d'essence, de propel, d'ergol, et ça pourrait donc réduire considérablement le temps de voyage. Donc voilà, il y a plusieurs raisons, et il y a une troisième raison, financière aussi, qui est l'exploitation des régolithes. Donc M. Tonini aussi a abordé le sujet des régolithes. L'exploitation minière pourrait être un aspect financier assez intéressant et une raison supplémentaire de développer une colonisation sur la Lune. À l'Off Spatial qui voulait revenir aussi sur Vega, alors il y a eu il y a eu pas mal d'échecs sur le lanceur Vega. Comment toi tu as vécu ça personnellement? Je crois même d'ailleurs qu'il y a un décollage de prévu la semaine prochaine depuis Kourou. On retente une nouvelle fois, c'est ça, hein? Comment tu as vécu un peu Tout à fait, le 28 avril. Alors en plus, le premier échec oui, en effet, les deux sont arrivés relativement proches, donc c'était VV15 et VV17. VV15 c'était juillet 2019, il me semble, et donc VV17 c'était l'année dernière, en décembre 2020, donc relativement proches l'un de l'autre. C'est jamais un plaisir de traverser cela. Il y a quelque chose d'un peu rageant dans le deuxième lanceur, dans le deuxième échec, c'est que je ne sais pas si vous avez regardé la raison pour laquelle Vega a raté la deuxième fois, c'était juste une question de câble. Quelqu'un s'était trompé dans les câbles. Ce qui est un peu une raison un peu rageante. Surtout, c'était sur l'Avoum en plus, mon cher moteur du dernier étage. Donc tout se passait super, et puis en fait, mauvais câble au mauvais endroit, et puis ça a tout raté. Donc forcément, c'est un peu rageant. J'essaie d'avoir une philosophie un peu américaine comme Elon Musk, dans le sens où qui a échoué des dizaines de fois. On apprend plus de ces échecs, exactement. Donc non, ça ne me choque pas plus que ça. On a une petite question au sujet de la régolithe. Stella Erdeven qui nous demande l'exploitation financière du régolithe, quelle en est l'utilisation sur Terre qui permettrait de monter un business rentable. À quoi ça sert en fait? Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Alors le régolithe, c'est la roche la plus omniprésente sur la Lune. Donc c'est vraiment ta roche de base qui va recouvrir 90% de la surface lunaire. Son exploitation financière, honnêtement, j'aurais des difficultés à répondre. Je suis pas géologue, je suis ingénieur, donc ça malheureusement c'est pas une question à laquelle je pourrais répondre. Ce sera l'objet d'un prochain Twitch. Hein. Oui, probablement. Exactement. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un business financier? Est-ce qu'on est obligé d'avoir quand même un côté un peu business quand on parle d'espace avec le New Space? Est-ce qu'on peut réfléchir uniquement en termes scientifiques et d'exploration spatiale, ou il faut quand même forcément avoir ce côté un peu business, toujours avoir ça au coin de la tête? Malheureusement, je pense que le business est essentiel dans tous les domaines, quels qu'ils soient, et le spatial n'y coupe pas. C'est beau d'avoir la tête dans les étoiles, mais si c'est pas rentable, malheureusement, personne ne va payer. Personne ne va payer de sa poche pour aller, pour se balader. Donc, non, je pense que l'exploitation financière est absolument nécessaire, mais elle existe. Les opportunités financières dans l'espace existent.
Donc il y a de quoi faire. On le voit entre autres avec le développement des satellites, le développement des constellations de satellites, pas que aux États-Unis. Je pense à OneWeb, en Europe. Donc le marché est là et oui, en effet, le marché est essentiel. Et selon toi, Lorraine, est-ce que là je reparle dans l'exploration, est-ce que l'exploration restera, quoi qu'il arrive dans les années qui viennent, un projet commun, plusieurs États, plusieurs pays qui se mettront ensemble, ou alors est-ce qu'un jour on arrivera à avoir une entreprise privée toute seule, même pas commandée par la NASA comme SpaceX, j'en sais rien, qui puisse aller toute seule sur la Lune, ou est-ce que ça restera vraiment un travail commun en groupe et pas possible autrement? Merci beaucoup pour cette question parce qu'elle est super intéressante parce qu'elle reflète vraiment le changement de philosophie de ces dernières années. Donc justement, au temps de Apollo, c'était la guerre de l'espace. Donc c'était les Américains contre les Russes. Et c'était vraiment chacun pour soi. Et finalement, dès que les Américains ont réussi à poser leur drapeau sur la Lune, les Russes sont partis. Aujourd'hui, 50 ans, oui, un peu plus de 50 ans plus tard, on a vraiment eu un shift de philosophie. D'ailleurs, on le voit dans le vol de Thomas Pesquet, là, le vendredi, si tout va bien. Donc, on a un Français, on a un Japonais et on a 2 Américains. Le secteur est beaucoup plus divers et on travaille beaucoup plus la main dans la main. Je pense entre autres à Matthias Maurer, qui est donc l'un des astronautes de l'ESA, allemand, comme vous pouvez l'imaginer. Qui est la doublure de Thomas Pesquet, je crois, d'ailleurs. Exactement. Donc doublure, c'est pour donc si jamais Thomas Pesquet avait eu un accident quelques jours avant le décollage, ce serait lui qui prendrait sa place, pour information. Donc Matthias Maurer a été le premier astronaute européen à travailler en Chine avec les taïkonautes. Donc il y a vraiment un shift dans la psychologie, dans la philosophie de l'exploration spatiale et ça fait plaisir à voir de voir toutes ces puissances travailler ensemble. Alors évidemment, dans la limite du possible, dans le sens où il y a toujours la politique qui rentre en compte et autres. Mais malgré tout, on est quand même bien plus proche d'une nation à l'autre qu'on l'était il y a 50 ans. D'accord. Et une petite dernière question peut-être, alors je ne sais pas si tu pourras y répondre, sur l'exploitation de la Lune, au-delà des régolithes, est-ce qu'on sait s'il y a une présence de gaz intéressant CGL 93 qui nous demande si on connaît un peu les matières présentes dans le sous-sol de la Lune, est-ce qu'on trouve de l'or, de l'uranium, des choses comme ça, est-ce qu'on sait si on peut exploiter la Lune? Alors, n'ayant pas une formation de géologue, je pense pas être la meilleure pour répondre. De l'or, sûrement pas. Dommage. Je casse l'espoir tout de suite. Ça se saurait déjà. Exactement, on y serait déjà. Faut pas oublier que la Lune, ce n'est rien d'autre qu'un gros caillou. C'est un satellite inhabitable, sans vie. Donc malgré tous les beaux espoirs qu'on puisse avoir pour elle, ça reste ce que c'est, un satellite. Donc on ne pourra pas trouver d'eau, on ne pourra pas trouver de vie, on ne pourra pas trouver d'or ou de platinium. Mais malgré tout, l'exploitation de la régolithe promet d'être un marché intéressant. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lorraine. Merci infiniment. D'avoir répondu à ces questions. C'était très intéressant. Merci à toutes les questions sur le chat. Et puis, Lorraine, on se retrouve sur la Lune, alors, dans les années qui viennent. On espère t'y voir et on prendra des nouvelles à ce moment-là. Merci beaucoup. Et en attendant, ou au Mars, c'est à partir de quand que ça commence Donc, le 10 octobre 2021. Oh, ben d'accord, donc c'est tout bientôt. Très bien. Merci encore, Lorraine. Merci. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Voilà, écoutez, on va conclure ce stream très très intéressant. Bien, hein. C'était passionnant. Et vraiment, on avait deux profils vraiment excellents. Pour vous dire que demain, c'est quand même la journée spéciale sur l'antenne de BFM Business. Vous allez retrouver Jean-Baptiste d'ailleurs. Jean-Baptiste, il y a quand même un gros programme de beaux invités. C'est une grosse journée spéciale demain, évidemment à l'occasion du départ vendredi de Thomas Pesquet. Donc toujours un petit peu sous un angle business, c'est notre ADN ici. Donc on aura notamment demain matin Florence Parly, la ministre des Armées, qui va venir nous parler. Alors c'est un autre thème, c'est l'espace, champ de bataille. On le voit, tous ces satellites qui commencent à s'espionner les uns les autres. Bientôt des satellites peut-être avec des armes, des mitraillettes. Il y a un champ de bataille
qui est née là, qui est au-dessus, là-haut. Elle va venir nous en parler d'un matin. Et puis demain, dans l'après-midi, on aura le nouveau directeur général de l'Agence spatiale européenne. On aura le vice-président exécutif d'Airbus Defence and Space. On aura aussi le PDG de Thales Alenia Space. Bref, grosse journée spatiale business à suivre demain sur BFM Business. Et on espère que vous serez nombreux et nombreuses. Exactement. Et puis évidemment, vendredi matin, c'est le grand départ pour Thomas Pesquet. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent sur ce stream. C'était très plaisant. Et puis, on espère se retrouver très bientôt c'est obligatoire. Pour ça, parce que c'est quand même passionnant. Merci à tous encore. Merci pour vos questions. Merci à vous tous. Et puis, à très bientôt dès la semaine prochaine pour de nouveaux streams de BFM Business. Je crois qu'on parlera bourse. À bientôt.